La dot, une pratique inhérente aux sociétés africaines, fondement du mariage dans la culture des peuples. Elle reste souvent peu connue de la jeunesse citadine à cause de son caractère typiquement traditionnel. Ce que j'en sais, c'est qu'il y a d'abord présentation de la boisson forte, des pagnes, et après ça, j'ai pas grandi là-bas, j'ai fait mes études à Abidjan. Donc c'est pas trop grand chose dessus. La pratique vise à renforcer les liens de fraternité entre les familles des futurs mariés. Elle se diversifie en fonction des coutumes de chaque ethnie ou peuple. Chez les peuples Sénufo ou Tagbana, la dot se fait en plusieurs étapes. Vous envoyez un morceau de bois chez l'oncle pour dire que vous avez vu une fille dans sa famille. Après, vous envoyez une vieille avec du tabac chez la maman. Et maintenant, ils donnent les raccords. Et maintenant, vous envoyez un bois aussi chez le père. Pilier de la tradition des alliances interfamiliales, la dot prend une autre forme chez les peuples Akan du centre et de l'est de la Côte d'Ivoire, ainsi que chez les Dan, c'est-à-dire les Yakuba et Toura, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La première personne qui est considérée, c'est le père géniteur. Vous devez habiller le papa de votre future femme. Comme un moment de réjouissance, il y aura des danses, on met de l'argent dans la poche. On donne la boisson, on donne la cola. À la suite de la boisson, on doit donner du sel. Voilà. On habille la mère, on lui donne l'argent de la couture. On habille les sœurs. Mais la dot même, on doit au moins 3 pagnes. Voilà. Et puis, symboliquement, vous déposez les 50 000, en principe, ça doit être accepté. Les anciens temps, nos aïeux, il n'y a pas l'argent à sortir. Vous trouvez une fille que vous la aimez, vous le père, vous demandez à la mère, à son papa, pour donner à votre fils. Vous allez régulièrement dans les champs pour cultiver, jusqu'à ce que la fille grandisse. Un rouleau de tabac, vous donnez à son papa, accompagné d'un gros canari Bangui. Comme nous sommes modernisés, vous présentez une bouteille de gin, et puis accompagné de vin. Vous venez avec une somme de 100 000 francs, 6 bouteilles de liqueur, 6 vins, 6 bières, accompagnées de casiers de sucrerie, 6 complets de pain pour la femme, un drap, on appelle ça miébé, pour la maman, accompagné d'un complet de pain et puis 25 kilos de sel. On ajoute une pièce de 5 francs. Parce que quand vous allez avoir un parent un jour, la femme, tout ce que vous l'avez donné, elle dit, mais depuis que tu es marié là, est-ce que tu m'as une fois donné 5 francs? Ça, c'est symbolique. En Afrique, la dot garde le même symbole, un gage que la famille du fiancé apporte à celle de la future épouse. Ces deux familles qui seront désormais unies et par le mariage de leurs enfants. Elle survient lorsqu'une partie du tissu de l'organisme se dilate à l'intérieur d'une région musculaire affaiblie. La hernie est une pathologie très répandue dans le monde. Il en existe plusieurs, les hernies discales, curales, ombilicales, épigastriques et diaphragmatiques. La plus fréquente chez les hommes est la hernie inguinale. C'est cette hernie qui est due sur le nouveau-né à la fermeture incomplète des passages qui ont servi aux glandes testiculaires de migrer jusqu'au scrotum. Deuxième cas, c'est un adulte dont les canaux sont bien fermés, mais au fil de ses travaux de tous les jours, il va fragiliser son pelvis et ses canaux vont s'ouvrir et laisser place à des anses intestinales, aux viscères, qui vont descendre petit à petit. Quand ils sont au niveau des aines, on parle de hernie inguinale. Quand ils descendent jusqu'au scrotum, on parle de hernie inguinoscrotale. Le coût du traitement de cette pathologie n'est pas accessible à toutes les bourses. Venir en aide aux personnes à faible revenu et victimes de la hernie, c'est le sens de la création du Fonds mondial pour la charité.
un fonds initié par l'ONG Belgo Ivoire Santé. Depuis donc 12 ans, nous sommes aujourd'hui à un stade où nous avons besoin d'assez de fonds. Mais c'est Dieu maintenant qui a révélé donc cette stratégie de mettre en ligne, sinon en promotion, ces objets que nous avons. Donc nous voulons créer un réseau donc, de communautés pour pouvoir faire la promotion. Et à partir de ce réseau, nous allons donc collecter assez de fonds. Le lancement de la création de ce fonds a été marqué par une conférence sur la générosité dont l'aspect pratique a été la collecte des fonds à travers la vente des tableaux. Depuis un an, elle vend sur les marchés des plantes aromatiques cultivées sur la ZAD. Installée sans droit ni titre, Virginie a pourtant choisi de déclarer son activité à la MSA, la sécurité sociale des agriculteurs, car Virginie fait figure d'exception dans le bocage. Le 17 janvier dernier, le gouvernement annonce l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et fixe ses conditions aux zadistes. Seuls pourront rester ceux qui auront un projet agricole inscrit dans un cadre légal. Une sélection que refuse la majorité des habitants de la ZAD. Si moi je rentre dans les critères, je vais pas rester alors que les copains partent, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce truc de on est un mouvement qui est soudé et qu'en fait au sein du mouvement on a des statuts qui sont différents, qui peuvent être perçus comme on pourrait percevoir le truc de se dire il y a les bons et les méchants zadistes, mais en fait l'abandon c'est une victoire pour tout le monde et ça sera pas que pour ceux qui rentrent dans les cases, quoi. Comme Virginie et Lucas, plusieurs producteurs de la ZAD n'excluent pas la mise en conformité. Sarah est bergère non déclarée, mais pour elle, l'essentiel ne se résume pas à des démarches administratives. Trouver une forme de légalisation pour nos vies, ça ne veut pas dire recalquer des normes qui balayeraient tout ce qu'on a inventé ici. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on trouve une manière de reconnaître aussi ce qui s'est inventé ici de fort, plein de créativité qui vient répondre à des enjeux de société, à des enjeux aussi de développement agricole. Pour l'heure, les habitants de la ZAD sont exclus par l'État des discussions sur l'avenir agricole des terres. Un avenir qui sera étudié à partir de lundi par un comité de pilotage mis en place par la préfecture. En mars 1960, les militants du PAC, Congrès panafricain, qui pensaient qu'on pourrait se débarrasser des Blancs, se montrèrent particulièrement actifs. Les boycottages et les protestations qu'ils organisaient avec le soutien de l'ANC dégénèrent à Sharpeville. Robert Sobukwe, président du Congrès panafricain, appelle le 18 mars 1960 à des manifestations non violentes dans tout le pays afin de protester contre les passeports intérieurs, demander leur abrogation ainsi que l'augmentation de la rémunération de base de la journée de travail. Les manifestants sont appelés à se réunir le 21 mars devant les postes de police et se porter volontaires à l'arrestation pour non-port du pass. Le but est que tous les postes de police soient rapidement débordés et incapables de procéder aux arrestations et aux emprisonnements. Il s'agit aussi pour le PAC de s'imposer face à son rival, le Congrès national africain ANC. Les manifestants brûlèrent leurs documents d'identité controversés. Les policiers ouvrirent le feu sur les manifestants noirs. Bilan, 69 morts et plus de 150 blessés. Sharpeville était un township calme qui avait échappé à l'influence de l'ANC et n'avait jamais participé à aucun des grands mouvements anti-apartheid des années 50. Le 21 mars fut décrété journée internationale contre le racisme. Dès juin 1959, l'ANC avait décidé qu'en cas de crise grave, son secrétaire général, Oliver Tambo, prendrait le chemin de l'exil, ce qu'il fit immédiatement après le massacre de Sharpeville. Il ne retourne en Afrique du Sud qu'en 1990. Tout au long de ces 30 années, la survie de l'ANC et la lutte contre l'apartheid allaient dépendre du sens politique de Tambo et de la confiance qui régnerait entre lui et Madiba en prison.
Décidé à utiliser tous les moyens de pression, Mandela se prépara à la lutte armée. Il fit adopter, malgré les réserves du nouveau président de l'ANC, le principe d'une organisation militaire et entreprit en janvier 1962 une tournée à l'étranger pour recueillir de l'argent et organiser la formation des combattants du MK. Elle le mena en Tanzanie, au Ghana, en Éthiopie, en Tunisie, en Égypte, en Algérie, au Maroc et à Londres. Il rentra en Afrique du Sud le 24 juillet via l'Éthiopie et fut arrêté le 5 août. Le 7 novembre, il fut condamné à 3 ans de prison pour incitation à la violence, plus 2 ans pour être parti à l'étranger sans autorisation.